Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Théophile Denise, je suis interne de médecine générale à Clermont-Ferrand et je suis le premier vice-président de l'ISNAR-IMG. Et à ce titre, je suis en charge de la question du droit des internes. C'est un vaste sujet, mais si nous devons retenir une préoccupation majeure, c'est bien celle du temps de travail, parce que les études sur le sujet sont accablantes. La dernière enquête en date, la consultation sur le temps de travail des étudiants de 3e cycle, réalisée à l'été 2021 par OpinionWay à la demande du ministère de la Santé, révèle que 70% des internes déclarent travailler plus de 48 heures par semaine. Ce sont même la moitié des internes qui déclarent travailler plus de 51 heures par semaine. Ces chiffres sont cohérents et stables dans le temps, et notamment avec les enquêtes réalisées les années précédentes. Par exemple, l'enquête temps de travail réalisée par l'ISNI, Intersyndicale nationale des internes, en 2020. En octobre 2021, l'enquête santé mentale, qui était commune à l'ANEMF, Association nationale des étudiants en médecine de France, à l'ISNI et à l'ISNAR-IMG, confirme un chiffre similaire, avec un temps de travail des internes en moyenne qui dépasse les 50 heures. Mais cette étude, elle détaille aussi les conséquences de ce dépassement du temps de travail sur notre santé. Au moment de l'enquête, 3 internes sur 4 présentent des signes d'anxiété. 2 internes sur 3 présentent des signes de burn-out. 1 interne sur 3 souffre d'un épisode dépressif caractérisé. 1 interne sur 4 souffre d'un épisode dépressif caractérisé. Et 1 interne sur 5 a eu des idées suicidaires dans la semaine qui précédait l'enquête. Concrètement, un interne a 3 fois plus de risques de se suicider que la population générale au même âge. En fait, nos conditions de travail, elles sont tout simplement révoltantes. Et il n'est pas étonnant que dans notre situation, nous nous opposions fermement à l'allongement de notre internat, que nous nous opposions fermement à travailler 1 an de plus à ce régime. Et il n'est pas non plus étonnant que les jeunes médecins ne se sentent pas redevables à la société, et que les lois instaurant une coercition à l'installation soient vécues comme une injustice intolérable. Pourtant, ce dépassement structurel du temps de travail des internes est systématiquement nié ou au mieux minimisé par les responsables politiques, les responsables pédagogiques ou les responsables administratifs, et ceci à tous les niveaux. Tous les représentants des syndicats locaux de notre réseau se sont déjà heurtés à des refus de fermeture de stages maltraitant les internes et à la difficulté de prouver que ces stages dépassaient le temps de travail. De cet état de fait découle le premier axe de mobilisation de l'ISNAR-IMG relatif au temps de travail des internes. Il faut mesurer le temps de travail des internes. C'est un prérequis indispensable à l'amélioration de nos conditions de travail. C'est une obligation pour tous les centres hospitaliers depuis le 30 juin 2015, mais elle est peu, voire pas du tout, appliquée. Pour répondre à cela, l'ISNAR-IMG se mobilise. Tout d'abord, nous formons à la réglementation relative au temps de travail et nous formons à établir des tableaux de service. Nous formons bien entendu les membres de notre bureau national, les représentants des syndicats locaux, mais d'une manière générale, nous essayons de former le plus d'internes possible. C'est par la connaissance de nos droits que nous mettons en échec des tentatives d'exploitation des internes. Ensuite, nous mettons systématiquement le sujet de la mesure du temps de travail sur la table dans tous les espaces de revendication qui s'y prêtent. Des commissions de stage locales aux rencontres ministérielles. Et nous relions systématiquement ce sujet à toutes nos mobilisations. Je le répète, on ne peut pas comprendre le rejet instinctif de cette 4e année de médecine générale si l'on ne comprend pas que nous dénonçons une année supplémentaire d'exploitation. Enfin, nous commençons à entamer des démarches en justice contre les centres hospitaliers qui ne mesurent pas le temps de travail des internes. En juillet dernier, l'ensemble des syndicats d'internes, la FNICI-PBM, Fédération nationale des syndicats d'internes de pharmacie et de biologie médicale, l'ISNI et nous-mêmes à l'ISNAR-IMG avons mis en demeure les centres hospitaliers, notamment universitaires. Nous leur avons envoyé un ultimatum. Vous devez mettre en place un réel décompte du temps de travail des internes d'ici le début du semestre d'hiver. Et au 1er novembre 2022, les CHU s'étaient autant emparés de la question que les 7 années précédentes, c'est-à-dire pas du tout.
Nous pensons donc maintenant qu'il faut impliquer la justice. Et le 28 novembre 2022, nous avons ensemble porté plainte contre chacun des CHU de France. Mais dans cette plainte, nous ne reprochons pas seulement au CHU de ne pas mesurer notre temps de travail. Nous leur reprochons de ne pas appliquer la totalité de la réglementation relative au temps de travail des internes, et notamment le maximum hebdomadaire. C'est le second axe de mobilisation de l'ISNAR-IMG sur la question. Faire appliquer les droits que nous avons déjà obtenus. Pour rappel, parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent déjà, ce sont les articles R 6153-2 du Code de la santé publique qui disposent du temps de travail des internes. Concernant le travail en service, le temps de travail d'un interne doit légalement se limiter à 8 demi-journées par semaine. Par contre, ce maximum est calculé en moyenne sur le trimestre et il est donc légalement possible de demander à un interne de travailler ponctuellement plus de 8 demi-journées par semaine. Ça, les responsables hospitaliers sont en général bien au courant qu'on peut dépasser les 8 demi-journées par semaine. Étonnamment, ils sont beaucoup moins au courant de la disposition inverse. C'est-à-dire qu'un interne qui a dépassé les 8 demi-journées de travail en moyenne sur le trimestre a le droit à des repos compensateurs pour diminuer son temps de travail. En plus de cette mesure en demi-journée, s'ajoute une seconde mesure du temps de travail, cette fois-ci en heures. Le temps de travail d'un interne doit légalement se limiter à 48 heures par semaine, toujours en moyenne sur le trimestre. Il se pose donc logiquement la question du bornage horaire d'une demi-journée. À partir de quelle durée doit-on considérer que l'interne a fini sa demi-journée? Et ça, c'est un combat que nous sommes en train de mener. Concernant la formation, nous disposons d'une demi-journée par semaine consacrée à la formation à l'université. Ces demi-journées sont aussi une moyenne sur le trimestre et peuvent donc être regroupées pour, par exemple, faire un cours à la fac toutes les 2 semaines. Une journée à la fac toutes les 2 semaines. Et enfin, nous disposons d'une autre demi-journée par semaine, cette fois-ci de formation en autonomie. Lors de cette demi-journée, l'interne n'a pas de compte à rendre sur son contenu. Un interne en demi-journée de formation en autonomie peut travailler ses RSCA, il peut travailler sa thèse, il peut suivre un diplôme universitaire. En fait, il peut faire tout ce qu'il considère comme pertinent pour sa formation. Notez bien, un interne ne peut être pénalisé s'il consacre sa demi-journée de formation d'autonomie à se reposer. Et il peut être obligé, et il ne peut être obligé, de faire son travail de recherche sous la surveillance de son chef de service. Ces 3 dispositions, le repos compensateur, la journée de formation universitaire et la journée de formation en autonomie, sont la base de notre combat quotidien pour la diminution de notre temps de travail. Je ne compte plus les anecdotes d'autres spécialités qui nous expliquent que leur PEPH n'organise aucune formation, mais qui justifient le dépassement du temps de travail en prétextant que les staffs pluridisciplinaires constituent tout à fait un équivalent de journée universitaire. Les journées de cours à la fac, même si leur qualité est très variable entre les subdivisions et même au sein des subdivisions, constituent quand même une respiration dans nos stages hospitaliers. D'ailleurs, la plupart des départements de médecine générale n'organisent pas suffisamment de journées de cours à la fac pour satisfaire à la demi-journée de formation par semaine. l'ISNAR-IMG s'engage donc pour augmenter et homogénéiser la qualité des formations universitaires et pour développer la filière universitaire de médecine générale. Concernant la demi-journée de formation en autonomie, elle représente une avancée majeure dans la diminution de notre temps de travail. Comme nous avons l'obligation de faire des recherches pour notre thèse, comme nous avons l'obligation de faire des recherches pour nos RSCA, nous sommes mis dans l'obligation de consacrer du temps à notre formation. L'existence de la demi-journée de formation en autonomie admet que la formation est inhérente à notre travail d'interne et nous devons donc y consacrer moins de nos nuits, moins de nos soirées, moins de nos week-ends et moins de nos congés grâce à cette demi-journée. Néanmoins, tout n'est pas acquis. Vous constatez régulièrement que la demi-journée de formation en autonomie n'est appliquée que de façon très hétérogène entre les stages. Si je devais caricaturer, on dirait que les stages ambulatoires respectent plutôt bien la journée de formation en autonomie, les stages d'urgence la respectent parfois, et les stages de médecine adulte et de santé de femmes-enfants hospitaliers, jamais, pour caricaturer. Mais dans tous les cas, le combat pour l'application des repos compensateurs s'annonce bien plus difficile. Là où les journées de formation, à l'université ou en autonomie,
peuvent encore paraître justifiés aux yeux de nos chefs de service et de nos responsables administratifs, les repos compensateurs peinent encore à trouver grâce à leurs yeux, mais aussi à nos yeux d'internes. En médecine, nous devons gagner une bataille culturelle. Il ne faut plus nous considérer comme corvéables à merci. Notre travail a une valeur, et lorsqu'il excède le maximum hebdomadaire, il doit être reconnu en nous gratifiant des repos compensateurs que nous méritons. Mais pour diminuer notre temps de travail, nous ne pouvons pas juste attendre que les établissements commencent peut-être à réaliser des tableaux de service et que peut-être, s'ils sont sympas, ils commencent à envisager de nous accorder des repos compensateurs. Nous devons continuer la marche de conquête vers de nouveaux droits que les internes ont initiés au début des années 2000. C'est le troisième axe de mobilisation de l'ISNAR-IMG, revendiquer de nouveaux droits. Pour reprendre l'historique de nos acquis sociaux, dites-vous qu'en 2000, le repos de sécurité après chaque garde représentait une revendication idéaliste. Fin 2001, un mouvement de grève sans précédent réunissait les internes et ceux qu'on appelait encore les résidents. Il s'agissait alors d'obtenir des conditions acceptables pour la mise en place du repos de sécurité. Ça paraissait tellement irréaliste que la proposition du gouvernement, restez assis, la proposition du gouvernement, c'était que les internes posent un jour de congé annuel après chaque garde. Il faudra 1 mois et demi de grève dure pour que le gouvernement cède sur la question, aboutissant à l'arrêté du 10 septembre 2002, créant le repos de sécurité. Quelques années plus tard, le 10 août 2011, on obtient les demi-journées de formation universitaire et donc la reconnaissance que nos journées à la fac font partie de notre temps de travail. Mais les choses s'accélèrent en 2014 quand un éreintant de travail de négociation entre l'ISNAR-IMG, les autres syndicats d'internes et la Direction générale de l'offre de soins aboutit au décret du 26 février 2015. Ce décret crée d'un coup les tableaux de service, les demi-journées de formation en autonomie et les repos compensateurs. En ce début de nouvelle décennie, le réseau de l'ISNAR-IMG estime que la prochaine conquête se jouera au niveau de la permanence de soins. Le travail de garde, notamment la mise en obligation de travailler pendant 24 heures consécutives, doit être urgemment remise en cause. Tout d'abord, car elle représente un risque pour la santé des internes. Les études sur la question démontrent que le travail pendant 24 heures consécutives entraîne une augmentation majeure des risques psychosociaux. Le travail pendant 24 heures consécutives augmente également notre tension artérielle et constitue donc en soi un facteur de risque cardiovasculaire. Et enfin, qu'il augmente les accidents de la route. Un interne qui a travaillé pendant 24 heures consécutives a 2,3 fois plus de risques de faire un accident de la route qu'un interne dont le temps de travail a été limité à 16 heures. Enfin, car l'obligation de travailler pendant 24 heures consécutives représente un risque pour nos patients. Au bout d'une garde de 24 heures, les médecins font beaucoup plus d'erreurs médicales. 2 fois plus d'erreurs diagnostiques, 2 fois plus d'erreurs d'inattention, 5 fois plus d'erreurs diagnostiques et 36% d'erreurs médicales sérieuses en plus. Mettre fin à l'obligation de travail pendant 24 heures consécutives, comme l'ont fait d'autres pays comme le Canada, représente donc un enjeu de santé publique majeur. Pour réaliser cela concrètement, l'ISNAR-IMG demande qu'une garde de nuit soit maintenant décomptée comme 3 demi-journées de travail et non plus 2 comme maintenant. Et pour compenser cela, un repos pré-garde d'une demi-journée doit être accordé à tout interne qui en fait la demande. En nous permettant d'être reposés en commençant nos gardes de nuit, notre qualité de vie au travail sera mécaniquement nettement meilleure. Et mécaniquement, en accordant une demi-journée hors service avant chaque garde de chaque interne, notre temps de travail verra une diminution significative. La fenêtre politique est optimale pour partir à la conquête de ce nouveau droit, puisque le ministre de la Santé et de la Prévention, M. François Braun, ne cesse de répéter qu'il va revoir l'organisation des gardes, en reconnaissant notamment la pénibilité du travail de nuit et en améliorant la qualité de vie, la qualité de travail des médecins qui participent à la permanence de soins. Nous nous devons de nous inscrire dans les pas des internes qui nous ont précédés en obtenant de nouveaux droits d'une envergure similaire à celle du repos de sécurité, des demi-journées de formation et du repos compensateur. Et nous vous en assurons, l'ISNAR-IMG obtiendra la réduction du temps de travail.
Merci. Je vais maintenant prendre quelques questions de l'Assemblée, si vous en avez. Et il y a des micros qui circulent dans la salle. Excusez-moi, mais il faut pas s'asseoir ici pour les questions de sécurité. Il y a plein de places, du coup. Il y a plein de places partout. Je vois une question au 8e rang, 9e rang. N'hésitez pas à vous présenter et à donner votre subdivision, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Alexia, je suis Bonjour. interne à Clermont-Ferrand. À ta gauche, Théophile. Ma gauche à moi? Oui. J'ai une question pour les stages de médecine polyvalente. Avec les demi-journées de formation, le repos pré-garde et le repos post-garde, on passe quand même très peu de temps, je trouve, dans le service, et les gardes ne sont pas toujours d'un apport pédagogique incroyable. Donc je sais que pour l'instant, il n'y a pas de solution, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez à l'ISNAR de tout ça. C'est une remarque très pertinente, et d'autant plus pertinente que c'est vraiment ça le centre des discussions qui ont animé le réseau de l'ISNAR-IMG quand elle a fait cette contribution sur les gardes. Ça va me permettre de reprendre un petit peu de comment on fonctionne démocratiquement. Vous avez des représentants locaux, mais y compris des membres de votre bureau, qui participent régulièrement à ce qu'on appelle, nous, des commissions éphémères. Donc on se réunit entre administrateurs et on rédige des contributions. Pendant la commission éphémère et d'ailleurs, vous pouvez participer, hein, si vous faites partie de votre syndicat local, il n'y a aucun souci. Pendant la commission éphémère sur les gardes, on s'est vraiment posé la question, comment on va faire pour se retrouver en service? Eh bien, c'est là l'enjeu. Il va falloir reconnaître que les gardes ne sont pas nécessairement pertinentes dans notre formation. Il va falloir réduire la quantité de gardes. Vous êtes gentil de m'applaudir, mais je ne vous ai pas dit comment. Pour l'instant, c'est un vœu pieux. Mais j'apprécie. Il va falloir réduire la quantité de gardes en acceptant que dans les endroits où il n'y a pas assez d'internes et que les gardes sont trop fréquentes, on fasse des tableaux de garde à trous. C'est déjà possible par la réglementation existante. Tableau de garde à trous, et les chefs d'astreinte, qui ne se déplacent rarement quand on les appelle, se débrouilleront pour organiser les gardes qui sont peu pédagogiques pour nous. Bonjour, Alexandre, je suis interne à Paris. Ma question se pose, vous avez parlé d'actions en justice que vous avez menées en novembre 2022, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a eu des retours? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, c'est concrètement, comment comptez-vous obliger les services à décompter les horaires sans forcément passer par des initiatives personnelles qui peuvent mettre en péril un peu les internes personnellement, quoi? Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Enfin, vous, le syndicat. Ah, d'accord. Effectivement, déjà, commençons par la deuxième partie de ta question. Comment on fait pour obliger les centres hospitaliers à établir des tableaux de service? Eh bien, parce que c'est la loi, ma petite dame. Je veux dire, comment on fait pour éviter que les gens ils se garent n'importe comment ou qu'ils dépassent pas les 130 km/h sur l'autoroute? Eh bien, parce que la justice est impliquée quand la loi n'est pas respectée. D'où le sens de notre action en justice contre les CHU. Est-ce qu'on a eu des retours? Pour l'instant, la procédure, elle commence. Une durée de procédure administrative, c'est environ un an et 3 mois. Mais on a effectivement eu quelques premiers retours de quelques CHU qui nous ont répondu des lettres disant que le temps de travail était une préoccupation majeure de la CME et que vous pouvez compter sur le directeur de l'hôpital et le président de la CME pour vraiment prendre en considération le temps de travail des internes. Et concrètement rien. Mais donc c'est ça les premiers retours, d'où l'action en justice.
Enguerrand pour la Bretagne. En fait, Pour Rennes. Je voulais poser une question un peu, en fin de compte, ce qui me fait peur un peu dans cette idée, et je suis pour qu'il y ait moins de temps de travail pour les internes, c'est comment travailler avec les petits CH et les ARS qui seront surtout les petits CH qui seront touchés par ce temps de travail qui gèrent pas en fait. Les CHU, c'est un peu plus facile, les CH importants, en tout cas nous en Bretagne, en subdivision de Rennes, respectent les temps de travail. Par contre, tous les petits CH, ça fonctionne pas en fait parce qu'ils n'ont pas assez d'internes et que c'est les internes de médecine G qui compensent, les internes de spé n'y vont pas. Donc comment on fait pour travailler avec les internes de spé aussi, peut-être pour qu'ils puissent aller dans ces CH-là. C'est une question, je vais dire que toutes vos questions sont intéressantes forcément, mais j'y crois fermement. Déjà, il faut se dire qu'à situation locale, réponse locale. Et notamment, si vous ne le savez pas, vos syndicats d'internes de médecine générale locaux participent aux commissions qui évaluent les besoins en stage et qui répartissent le nombre de postes dans chacun des stages. Ils ont donc un rôle énorme pour voir si le tableau de garde sera pénible pour les internes, potentiellement augmenter le nombre d'internes pour mieux répartir les gardes, diminuer là où c'est moins nécessaire. Donc là, c'est un pouvoir local et on accompagne les syndicats, et notamment celui de Rennes, dans ce travail. Ensuite, si les centres hospitaliers universitaires se sont peu investis de la question, je peux vous dire que beaucoup de centres hospitaliers, après notre ultimatum, nous ont dit « oulala, nous, on n'a pas du tout envie d'avoir ce genre de relation avec les internes, on ne se sent pas comme une machine comme le CHU ». Et plusieurs centres hospitaliers de périphérie, j'espère en Bretagne, ont commencé à mettre en place de la mesure du temps de travail. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, Yasmina de Dijon. Je ne sais pas si c'est hors sujet, c'est concernant la majoration des gardes effectuées en octobre et novembre. Il y a des hôpitaux qui disent que tant qu'il n'y a pas d'arrêté ministériel, ils ne vont pas appliquer la majoration, même s'il y a eu un courrier. Donc Pardon, excuse-moi, fini. Donc du coup, comment faire en sorte qu'il y ait un arrêté en plus du courrier pour que ce soit respecté par tous les établissements? Merci. Oui, je t'en prie. Très simplement, donc du coup, cette contribution éphémère, on a dit qu'il faut un repos pré-garde. Bon, on s'est dit quand même, on va demander un peu de sous, hein, ça ne mange pas de pain. Donc nous, ce qu'on demande, je vois mon pauvre président, là je suis en train de lui couper toute son intervention d'après. Ce qu'on demande, nous, dans notre contribution sur les gardes, c'est que toute garde soit revalorisée au moins à hauteur de 50%, tel qu'on le vit maintenant avec la dérogation. Toute garde, et pas uniquement en octobre-novembre. Et même pour les gardes supplémentaires, on demande à ce que cette revalorisation elle soit de 100%. Quand un interne est volontaire ou contraint de réaliser un deuxième dimanche dans un mois, eh bien oui, ça doit représenter 600 € bruts sur le salaire, c'est normal. Et ça, comme vous l'avez vu, cette demande de 50% supplémentaire, quand on a rencontré M. François Braun fin juillet, n'est pas fort. Alors je ne dis pas que nous sommes les seuls syndicats, au contraire, hein, bien sûr, hein, les autres syndicats l'ont porté aussi, mais ça a été une de nos préoccupations. Nous voulons une augmentation des gardes. Ça a commencé par des arrêtés ponctuels, dont dont le dernier en date a commencé en décembre et se terminera sur les gardes de mars. Donc actuellement, les gardes que vous réalisez sont revalorisées à hauteur de 50%. Effectivement, le ministère nous avait promis une revalorisation qui serait continue. C'est une promesse qui n'a pas été tenue. Nous pensons qu'il ne va pas agir de manière rétroactive et publier un nouvel arrêté pour les gardes d'octobre-novembre, surtout pour des raisons organisationnelles. Mais nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir la revalorisation de 50% à vie. C'est ça le plus important. Bonjour, Yanis Galacteros pour Grenoble. J'ai une question par rapport aux actions qu'on peut faire au local. Pour rappel, on a le droit de siéger en commission d'agrément, qui sont des terrains de stage, qui sont les commissions gérées par l'ARS.
Est-ce que ça vous semble pertinent à l'échelle locale de demander lors de ces commissions des réévaluations d'agréments de terrain de stage à l'aune du non-respect du temps de travail? Est-ce que c'est une possibilité d'action locale qui est pertinente ou est-ce que c'est vain? Oui, mais oui. Il faut demander les suspensions et le retrait d'agrément des services qui ne respectent pas le temps de travail. C'est une obligation dans la loi. Quand un syndicat local, c'est écrit texto dans la loi, quand un syndicat local de représentatif d'internes de médecine générale demande de manière argumentée la suspension d'un agrément pour temps de travail dépassé, le directeur général de l'ARS est dans l'obligation de d'établir sur cette demande. Il est dans l'obligation de créer une commission et de décider si l'agrément va être suspendu ou maintenu. Et il ne peut pas faire l'autruche, il doit rendre une décision. Il faut continuer à demander des suspensions, voire des retraits d'agrément, plus d'internes, dans les stages qui ne respectent pas le temps de travail. C'est vraiment une de nos actions pour que les stages maltraitants arrêtent de nous être imposés. On va peut-être prendre une dernière question, si vous en avez une. Ici. Bonjour, Bonjour. interne à Dijon. Donc moi, je vais parler d'une minorité d'internes, ce sont les internes étrangers. Et en fait, on rencontre pas mal de problèmes, surtout pour expliquer notre statut auprès de différents organismes, notamment la préfecture. Et du coup, je me demande c'est qui peut nous aider dans ce genre de démarche. C'est encore une excellente question, pardon, je me répète. Ouais. C'est vraiment la double peine pour les internes, comme tu le dis, étrangers, qui, en plus de notre statut, sont souvent en fait éclatés dans une multiplicité de statuts entre les assistants, les faisant fonction d'internes ou les internes de l'Union européenne, hors Union européenne, une multiplicité de statuts. C'est très difficile de s'y retrouver. Et on organise à l'ISNAR IMG des réponses aux questions d'internes. Il suffit de nous envoyer un message à contact@isnar-img.com, c'est sur notre site, et nous répondons aux questions réglementaires de ce type. Plus la question est complexe, plus ça peut prendre du temps de réponse, mais on répond aux questions d'internes pour les aider dans leur démarche administrative. Ça fait vraiment partie de nos missions. Merci. Je t'en prie.